Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fameuse maladie d'Alzheimer. C'est une vidéo d'ailleurs synthèse qui résume l'ensemble des connaissances actuelles sur cette maladie. Vous connaîtrez tout sur cette maladie, ses mécanismes, son diagnostic et bien d'autres, et ça de manière simple, ludique et efficace. Allez, c'est parti. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui est caractérisée par une atteinte progressive et irréversible du cerveau. On a donc affaire à une perte des cellules nerveuses, des neurones, de manière lente et inexorable. Cette maladie d'Alzheimer d'ailleurs appartient au groupe des maladies appelées les démences et elle en est la cause la plus fréquente. Ce qui caractérise donc cette maladie, c'est donc la perte progressive des neurones. Voici ici un petit schéma très simple mais ô combien efficace pour bien comprendre ce que l'on retrouve dans cette maladie et plus particulièrement au niveau du neurone. Donc au niveau du neurone, on va retrouver deux choses principales. C'est une dégénérescence neurofibrillaire et puis des plaques séniles qui sont à l'origine de la perte des neurones. Alors, la maladie d'Alzheimer est la première cause de démence en France. Elle touche à peu près plus d'1 million de personnes. Et le nombre de malades ne cesse d'augmenter. C'est une maladie liée à une comorbidité majeure avec de nombreuses conséquences très lourdes et son coût pour les soins est très élevé. Elle est donc un enjeu majeur pour la santé publique. Maintenant, voyons quelques chiffres plutôt intéressants dans cette pathologie. On a environ 1,2 million de personnes atteintes de cette maladie en France en 2019 et elle pourrait atteindre 2,2 millions de personnes en 2050. On a environ 225 000 personnes diagnostiquées chaque année, soit un nouveau cas toutes les 2 minutes. Et c'est d'ailleurs la deuxième maladie la plus crainte par les Français après le cancer. Et un Français sur deux a dans son entourage une personne diagnostiquée de maladie d'Alzheimer. Voyons maintenant quelques facteurs de risque qui peuvent être à l'origine de l'apparition de cette maladie. Donc on sait que l'âge avancé peut favoriser l'entrée dans cette maladie, avec une augmentation exponentielle de la prévalence à partir de 70 ans. Un bas niveau d'éducation peut être aussi à l'origine de cette maladie. Et puis il y a également une susceptibilité génétique avec des gènes qui créent une prédisposition à cette maladie, notamment l'allèle E4. D'autres facteurs peuvent être également responsables de l'apparition de cette maladie, comme le fait d'être une femme, le fait d'avoir de l'hypertension et une hypercholestérolémie, le fait d'avoir aussi un diabète ou un syndrome métabolique, une fibrillation atriale, ou encore des lésions cérébrovasculaires ou encore un traumatisme crânien. Tout ça peut faire favoriser l'apparition de cette pathologie. Alors il y a des facteurs de risque, mais il y a aussi des facteurs protecteurs qui sont reconnus, comme le fait d'avoir une activité physique régulière, avoir également un haut niveau d'éducation, avoir des activités mentales et sociales, avoir un bon réseau social, consommer de l'alcool de manière modérée, avoir un régime méditerranéen, en gros manger un peu de tout et dans des bonnes quantités, et le traitement de l'hypertension. Voici ici une diapo qui résume en gros à elle seule l'introduction et l'épidémiologie de cette maladie. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez avoir une capture d'écran de cette partie et de la voir sous la main. Maintenant voyons les mécanismes physiopathologiques de cette maladie. En gros, comment se forme cette maladie dans le cerveau. Donc la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive caractérisée par deux choses. Une, c'est caractérisée par une accumulation anormale de protéines bêta-amyloïdes en amas extracellulaire à l'extérieur de la cellule, qui forment alors des plaques amyloïdes ou des plaques séniles, surtout dans les cortex cérébraux associatifs. Puis deuxième chose, c'est qu'on va avoir aussi une accumulation anormale dans les prolongements neuronaux de protéines tau, qui vont alors former les dégénérescences neurofibrillaires. Ces deux choses vont être à l'origine d'une perte des neurones, qui sont touchés par la dégénérescence neurofibrillaire, et qui du coup va être à l'origine d'une atrophie des régions affectées. Voyons tout cela en détail pour bien comprendre. Parlons tout d'abord des plaques amyloïdes ou les plaques séniles. Les origines des plaques amyloïdes. Alors, ces plaques proviennent d'une protéine transmembranaire qui s'appelle l'APP, la protéine précurseur de l'amyloïde. Alors, elle est exprimée dans l'ensemble du corps humain, mais c'est dans le cortex cérébral qu'on la retrouve le plus. C'est d'ailleurs une protéine précurseur qui a été conservée par l'évolution, car en effet on la retrouve chez la mouche. Donc si on la retrouve chez la mouche, c'est que ça suggère qu'elle possède une importante fonction physiologique dans le corps humain, et notamment dans le cerveau. Et en effet, cette APP est impliquée dans de nombreuses fonctions du cerveau. Elle est liée à la développement du système nerveux, à la croissance et au transport axonal des messages nerveux, à la synaptogénèse, à la création de synapses, à la survie neuronale et la mémoire. Alors pour bien comprendre, en gros pour bien fonctionner, les neurones vont avoir besoin de stabilité, et c'est ce que permet l'APP, la protéine précurseur de l'amyloïde. Mais dans la maladie d'Alzheimer, le métabolisme de l'APP est perturbé. En temps normal, l'APP est bien recyclé, mais dans la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas le cas. Les déchets issus du métabolisme de l'APP vont s'agglomérer à l'extérieur des neurones pour former des sortes de pelones de laine, qui vont encombrer l'espace interneuronal et gêner les communications entre les neurones.
Deuxième mécanisme important dans la compréhension de la maladie d'Alzheimer, c'est les protéines Tau. Alors, les protéines Tau, c'est quoi? Eh bien, chez les humains, ces protéines sont surtout présentes dans les neurones. Une des principales fonctions des protéines Tau est d'interagir avec la tubuline. Alors, la tubuline, c'est quoi? Eh bien, c'est la principale protéine constituant les microtubules. Et cette tubuline va permettre de moduler la stabilité des microtubules des axones. Alors, c'est quoi un microtubule? C'est le composant du cytosquelette qui est formé alors par la polymérisation de la tubuline. En gros, eh bien, l'accentuation de la liaison des tubulines. Alors c'est quoi le cytosquelette? Eh bien le cytosquelette, c'est un squelette filamenteux formé dans le cytoplasme de la cellule, dont le rôle est de contrôler la forme des cellules. Donc cette protéine Tau permet du coup la stabilisation des microtubules, mais aussi de leur flexibilité. Un schéma vaut plus que 1000 discours, donc voici ici un schéma qui représente les protéines Tau d'un neurone sain, et de l'autre celle d'un neurone malade. On voit bien que dans la maladie d'Alzheimer, il y a une perte, une désintégration des microtubules. Et cela dû à une accumulation anormale de protéines Tau. Autre schéma ici pour bien comprendre eh bien, la physiopathologie de la protéine Tau et de la tautopathie. Dans le neurone sain, on a une bonne stabilisation du microtubule par la protéine Tau, et dans le neurone malade, on a une accumulation anormale de protéines Tau qui va être à l'origine de la désintégration des microtubules. Voici ici le schéma qui résume à lui seul ce que l'on vient de dire sur la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Donc on a la protéine précurseur de l'amyloïde qui s'accumule, jusqu'à former des protéines bêta-amyloïdes, les plaques séniles et les plaques amyloïdes. Et de l'autre côté, on va avoir aussi eh bien, une neurodégénérescence neurofibrillaire due à l'accumulation de protéines Tau. Et tout ça va être à l'origine d'une atrophie des neurones dans les régions touchées par le cerveau, notamment le cortex et l'hippocampe. En gros, pour comprendre par analogie, c'est comme si on buvait de l'eau d'une bouteille et qu'une fois bu, on jette la bouteille d'eau dans un tri sélectif, ça c'est la version normale, mais sauf que dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de tri sélectif et ça s'accumule et qui est à l'origine d'une pollution. Passons maintenant à la clinique de la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, on va retrouver différents symptômes, notamment des troubles cognitifs avec de l'amnésie, une perte partielle ou totale de la mémoire. On va retrouver une agnosie, difficulté à reconnaître des objets, des visages ou des sons, une apraxie, une difficulté à exprimer des gestes du quotidien, et ou une aphasie, difficulté à trouver ces mots ou une perte de faculté de s'exprimer. On va aussi retrouver des troubles du comportement, l'anxiété, dépression, changement d'humeur, agitation. Voici ici un schéma plutôt simple et ludique qui regroupe l'ensemble des symptômes de la maladie. On va retrouver une irritabilité, des changements d'humeur, des retraits sociaux, des troubles de la vision, des difficultés à planifier, des troubles du langage et j'en passe. Mais à quoi sont dus ces différents symptômes? Eh bien, ils sont dus aux différentes régions touchées par la perte progressive des neurones, notamment au niveau du cortex cérébral, qui est responsable du langage et du traitement de l'information, et à la perte des neurones de l'hippocampe, qui est essentielle à la mémoire. Donc on a une atrophie progressive de l'hippocampe et du cortex. Comme on a une atrophie, il faut bien que le cerveau contre cette perte de neurones par quelque chose, et il contre ça par une augmentation de liquide céphalorachidien dans les ventricules. Comment la maladie d'Alzheimer évolue-t-elle dans le temps? L'évolution de la maladie d'Alzheimer. Donc, il se peut qu'on retrouve déjà des anomalies de la peptide amyloïde qui commencent entre 15 et 20 ans avant que la maladie ne se voie. C'est la phase silencieuse, la phase initiale ou la phase prédémentielle, phase prodromale. Différents. Puis vient la phase modérée, qui peut durer jusqu'à 10 ans et qui touche la mémoire et les pensées. C'est ce qu'on appelle la phase modérée ou la phase de démence. Puis vient la phase avancée, qui peut durer entre 1 à 5 ans, et où la parole et le comportement sont altérés. Il se peut que le patient peut ne plus reconnaître ses proches, c'est la phase sévère. Donc ça c'est l'évolution normale de la maladie d'Alzheimer, mais on retrouve aussi dans le vieillissement physiologique du cerveau, on retrouve des petits dépôts de dégénérescence neurofibrillaire et de plaques amyloïdes, qui restent très circonscrits et sans réels symptômes. Mais dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, on a ici une explosion de plaques amyloïdes et de neurodégénérescence neurofibrillaire qui vont se diffuser de proche en proche, qui vont plus être localisées à un endroit fixe du cerveau, mais qui vont toucher toutes les parties du cerveau, qui vont être à l'origine du coup des différents symptômes. Et ce qui est aussi à noter, et ce qui est intéressant, c'est que l'extension des protéines Tau est en parallèle avec le tableau clinique et les symptômes. En lui-même, le dépôt, les plaques amyloïdes donnent très peu de symptômes. Voici ici une diapo qui résume l'ensemble des signes cliniques que l'on peut retrouver dans la maladie d'Alzheimer. Passons maintenant à la partie diagnostique de la maladie d'Alzheimer. Le diagnostic que l'on fait à un patient atteint, que l'on suspecte d'être atteint de maladie d'Alzheimer, est un diagnostic de probabilité. C'est la probabilité d'avoir cette maladie.
mais seul le diagnostic post-mortem, c'est-à-dire le diagnostic à la mort, est un diagnostic de certitude. Et comme on ne peut pas attendre que le patient soit mort, il faut du coup faire des dépistages en faisant des tests. Donc il existe des systèmes de dépistage organisés dans les centres de consultation de mémoire qui sont intégrés dans les centres mémoire de référence et de recherche. Une fois le dépistage réalisé, il nous faut alors réfléchir avec de nombreux arguments qui vont nous mettre sur la voie. Différents arguments pour un seul diagnostic. Donc on va avoir différents arguments, comme des arguments positifs cliniques avec les symptômes des troubles cognitifs, des arguments de neuroimagerie, positifs si on retrouve une atrophie de l'hippocampe, ou négatifs s'il n'y a pas de liaison, des arguments négatifs par la pratique d'un bilan biologique, des arguments encore positifs avec des imageries métaboliques, ou par détection des biomarqueurs de la pathologie d'Alzheimer, notamment avec le LCR. Autre argument, et pas des moindres, c'est le diagnostic génétique moléculaire. En effet, il existe dans de très rares cas des formes génétiques de la maladie d'Alzheimer, dans 1% des cas, qui sont à évoquer dans des antécédents de démence de sujets jeunes en dessous de 60 ans. Mais en majorité, pour faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, il suffit juste d'arguments cliniques et d'une imagerie cérébrale pour faire la probabilité d'avoir la maladie d'Alzheimer. Petit focus sur l'analyse des biomarqueurs du LCR. Donc c'est un liquide transparent dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière, dont la fonction est de les nourrir et de les protéger des chocs. Parfois abrégé en LCR, on parle aussi de liquide cérébrospinal abrégé en LCS. Donc pour prendre du LCS, on va ce qu'on appelle faire une ponction lombaire. Et pourquoi on va prendre du LCR ou du LCS? Eh bien parce que dans le LCS, il y a des biomarqueurs qui vont être le témoin de la physiopathologie. Et ces marqueurs, vous les connaissez, c'est les plaques amyloïdes et les protéines tau. Donc ce qu'on va retrouver dans le LCR ou le LCS, c'est une augmentation anormale dans le CS de protéines tau et une diminution des plaques amyloïdes. Alors pourquoi une diminution ici des plaques amyloïdes? Parce que c'est pas du tout intuitif, parce qu'en fait comme ils sont agrégés entre elles, elles vont être bloquées dans l'espace neuronal, et du coup elles ne vont pas être captées dans le LCR, elles vont rester bloquées dans le cerveau. Maintenant voyons le traitement de la maladie d'Alzheimer. Alors, il n'existe aucun traitement qui permette de guérir de la maladie d'Alzheimer. Cependant, il existe des traitements qui peuvent faire diminuer les symptômes, c'est ce qu'on appelle les traitements symptomatiques, comme les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Et les principaux traitements, les principales prises en charge vont être des traitements non médicamenteux, comme la stimulation cognitive, la rééducation orthophonique ou le maintien de la vie sociale. Les principaux traitements, je le répète, c'est la prise en charge, afin d'éviter le retrait social et l'absence de stimulation physique et cognitive. Donc on va aussi faire en sorte d'adopter une hygiène de vie plutôt saine, avec une activité physique quotidienne, des sorties quotidiennes. On va aussi prendre en charge les facteurs aggravants. On va aussi surveiller l'état nutritionnel. Et on va tout ça associer à des thérapies non médicamenteuses, l'orthophonie, la stimulation multisensorielle, la thérapie avec des animaux, par exemple. Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est la sécurité et la protection du malade. Notamment, on va essayer de diminuer les risques liés à l'environnement, limiter les accidents domestiques par exemple. On va aussi déconseiller la conduite automobile et aussi également faire des petites mesures médico-légales comme les sauvegardes de justice par exemple. Voici ici un diapo, un mind maps qui regroupe l'ensemble de ce que j'ai dit dans cette vidéo qui a été faite par fichide.fr. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de vous le faire montrer car on peut résumer en gros la maladie d'Alzheimer en une diapo. Mais quel est l'avenir de la maladie d'Alzheimer et quelles sont les thérapeutiques à découvrir pour le futur? Alors c'est actuellement encore au stade de la recherche et de nombreuses recherches sont encore actuellement en cours. Et on continue toujours à chercher plus loin afin de pouvoir un jour en guérir car c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Il existe actuellement 3 axes de recherche, dont la première c'est l'hypothèse de la cascade amyloïde et de la propagation de la protéine tau, dont le but est de mieux comprendre la compréhension de la physiopathologie. Ici l'objectif est d'éliminer le plus tôt possible la protéine bêta-amyloïde grâce à des anticorps. Le deuxième axe est l'étude de l'immunité innée qui intervient dans la résistance du cerveau et de l'organisme à la maladie. Et le troisième axe c'est l'étude de la neuroprotection, qui est aussi un champ très prometteur et qui consiste à renforcer la capacité de résistance des cellules de notre cerveau aux agressions. Par exemple, au niveau de la recherche, il y a une étude qui date quand même de 2012-2013 qui essaie de montrer l'efficacité d'un anticorps, le babineuzumab, sur la maladie d'Alzheimer. L'étude était plutôt prometteuse, mais elle n'a pu que mettre en évidence une amélioration des biomarqueurs du LCR et non pas les symptômes de la maladie en elle-même. Des recherches sont toujours en cours. Néanmoins, il nous faut avoir conscience que nous avons affaire à une maladie chronique qui débute plusieurs dizaines d'années avant l'apparition des premiers signes,
et de plus qui touche l'organe le plus complexe de notre organisme, notre cerveau, dont nous commençons à peine à découvrir le fonctionnement. Néanmoins, la recherche sur la maladie d'Alzheimer a massivement progressé au cours des 15 dernières années. Et donc des avancées ont pu être réalisées qui permettent aujourd'hui de mieux comprendre et de mieux diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, de mieux suivre son évolution et d'identifier de nouvelles cibles. C'est aussi grâce à ces avancées que nous savons aujourd'hui qu'il est possible de mettre en place une prévention efficace afin de retarder l'apparition des premiers signes de la maladie. D'ailleurs, les chercheurs ont découvert que le cerveau luttait par différents mécanismes contre la progression de la maladie. Puis après des années de lutte, la maladie finit par l'emporter, et c'est alors qu'apparaissent les premiers signes. Et donc la prévention reste le premier traitement. De la prévention en ayant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une sérénité et du lâcher-prise, un réseau social et de la communication, ainsi que le fait de découvrir de nouvelles choses tous les jours. Car une chose est sûre, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Car, comme disait Einstein, dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. Et dépêchez-vous d'apprendre et de revoir cette vidéo à l'infini, car il se peut que vous ayez affaire à un neuralyseur et que vous commenciez à tout oublier. Bon, dommage, dans 30 secondes, vous aurez tout oublié. Et vous retournerez à vos occupations. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que maintenant vous êtes incollable sur la maladie d'Alzheimer et que vous comprenez maintenant les mécanismes de cette maladie. Donc si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire, je serai très content de vous lire. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!